Donc voilà le menu qu'on va suivre pour cette première partie dans lequel je vais vous présenter le cloud. On va voir le terme de cloud, d'où ça vient. On verra ensuite ce qu'englobe ce terme de cloud, les différentes offres des prestataires. On verra ensuite quel usage la fibre 64 fait du cloud et également pour une partie nos membres. Et on terminera par un petit tour des enjeux, des questions qui peuvent se poser. Et ça sera l'occasion ensuite de basculer sur la partie questions-réponses qui se veut la partie la plus interactive, sur laquelle on prendra toutes vos questions. Donc le but, là, moi, je vais essayer pendant une vingtaine de minutes à peu près de vous faire cette présentation et après on basculera sur toutes les questions. Alors, le cloud, d'où ça vient? Alors, on est en 2020, bientôt 2021, et on se rend compte que finalement le cloud, c'est un terme dont tout le monde entend parler depuis déjà plusieurs années, qu'on manipule tous couramment, sans forcément avoir une vision très claire de ce qu'il y a derrière. Et finalement, on va se rendre compte que ça fait une quinzaine d'années que ce terme est dans les tuyaux, si on peut dire. On revient au début des années 2000, on était dans un modèle d'informatique qui est représenté ici par ce petit schéma, dans lequel la plupart des structures avaient une informatique internalisée, avec des équipements informatiques, des serveurs, des disques durs dans une salle informatique, avec des informaticiens qui s'en occupaient, et un certain nombre d'applications et de données qui étaient hébergées sur ces serveurs, dans une informatique qui était déjà à l'époque de type client-serveur, mais dans lequel les serveurs étaient pour l'essentiel et les données étaient pour l'essentiel dans la structure. Ça, c'était au début des années 2000. Et le premier événement qui a amorcé cette transition vers le cloud, c'est en 2002. Amazon, qu'on connaît tous, qui déjà été une entreprise dédiée à la vente en ligne. Amazon avait une activité très saisonnière, bien sûr, avec en particulier les périodes de Noël avec une forte activité. Donc, pour pouvoir répondre à cette forte activité de vente en ligne, elle a dimensionné ses systèmes d'information avec voilà, énormément de bandes passantes, de serveurs, d'applications de mémoire. Et en dehors de ces périodes de forte activité, elle s'est retrouvée avec des serveurs finalement qui étaient très peu utilisés. Donc, elle avait investi dans des moyens qui n'étaient pas suffisamment rentabilisés sur le reste de l'année. Et Amazon a été le premier à avoir proposé de mettre ses serveurs en location vers d'autres clients de manière à les rentabiliser en dehors de ses propres périodes d'activité, un peu comme on mettrait à la location un appartement dont on n'a pas besoin tout le reste de l'année. Ça, c'était 2002. Et en 2006, c'est là où le terme vraiment de cloud est rentré dans le débat, dans le cadre d'une conférence tenue par Eric Schmidt, le PDG de Google, qui, dans cette conférence, a commencé à parler d'un modèle émergent, d'un nouveau modèle, dans lequel les données et les architectures seraient sur des serveurs. Et il a donc dit clairement « We call it cloud computing. They should be in a cloud somewhere ». Donc, il a ainsi baptisé cette nouvelle manière d'architecturer les systèmes d'information comme étant le cloud computing, en disant que ce serait quelque part dans le cloud. Alors, comment on est passé du cloud, c'est-à-dire du nuage finalement, le nuage de la météo, comment on est passé du nuage météo au nuage informatique, au cloud computing? C'est dû entre autres aux informaticiens qui ont besoin dans leur travail de modélisation, enfin ceux qui sont informaticiens se retrouveront dans ce que je dis là, de modéliser les systèmes d'information avec des schémas de ce type, avec des ronds, des carrés, pour dire où sont les applications, où sont les utilisateurs, où sont les bases de données. Et dans leur modélisation d'architecture, il arrive qu'il y ait des moments où finalement tel serveur ou telle application, on ne sait pas trop où on va le mettre. Est-ce qu'on va le mettre sur le site A ou sur le site B dans l'environnement de test, de production, on ne sait pas trop. Et quand on ne sait pas trop, l'informaticien il fait une patatoïde, là, un peu comme celle qu'il y a ici.
Et ça veut dire, ben voilà, ça existe, mais on ne sait pas trop encore à quel endroit ça va être. Alors finalement, le cloud, c'est quoi? Ben, c'est un modèle dans lequel les ressources informatiques vont être beaucoup moins chez nous, en interne, mais davantage externalisées, hébergées chez un fournisseur de cloud, dans lequel on va venir déporter de la puissance de calcul, des serveurs, du stockage, des applications. Et on va aller donc vers un modèle où beaucoup de ressources informatiques vont être dans des data centers, donc des grands entrepôts informatiques dans lesquels on trouve des armoires avec des batteries de serveurs et d'applications auxquelles accèdent l'ensemble des utilisateurs qui viennent consommer ces ressources dans le cloud. Donc, euh, des équipements, de la ressource, des applications dans des data centers. Donc c'est bien quelque part. Et c'est là tout le paradoxe de ce cloud pour lequel on est parti de ce symbole finalement assez peu palpable de nuage et qui est resté finalement dans le discours et qui fait que finalement beaucoup d'utilisateurs ne savent pas où sont les ressources informatiques auxquelles ils accèdent quand elles sont dans le cloud et qu'en même temps, on évacue peut-être certains problèmes parce que voilà, tout ça finalement semble un peu virtuel, mais c'est bien tout le contraire. Ça n'est que du physique, ça ne sont que des serveurs de la mémoire du disque, les mêmes que vous aviez précédemment en interne, mais qui sont simplement externalisés. Et finalement, en synthèse de cette slide, dire que finalement le cloud, ben, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Alors, le cloud pour les utilisateurs, le cloud pour les structures. Alors, d'abord, pour les utilisateurs, le cloud, c'est quoi? Ben, le cloud, finalement, là aussi, si on fait un petit flashback, les utilisateurs avant le cloud, ben, c'était pour chacun d'entre nous quelque chose qui ressemblait à ça, un ordinateur à la maison avec certains programmes, peut-être un Outlook Express pour quelque chose qui était déjà la messagerie, des fichiers MP3 qui nous permettaient d'écouter de la musique de manière un peu dématérialisée déjà par rapport à des CD, euh, des DVD qui pouvaient nous permettre de voir des films qu'on venait insérer dans l'ordinateur, et puis un disque dur dans lequel on pouvait stocker tout un tas de documents. Donc un ordinateur avec un certain nombre d'éléments à l'intérieur de la machine qu'on venait ajouter. Et finalement, voilà, sur une quinzaine d'années, là aussi, sans s'en rendre compte, ces usages ont été transformés. C'est-à-dire que on a toujours des données sur notre disque dur d'ordinateur, mais probablement qu'on a déjà une partie qui a été basculée dans des systèmes en ligne, par exemple Dropbox. La messagerie, elle a probablement glissé pour certains d'entre nous vers de la messagerie en ligne de type webmail. Les fichiers MP3, probablement qu'on en a beaucoup moins sur nos ordinateurs. Par contre, on utilise des services type Spotify ou Deezer. Et pour les films, pour les vidéos, ben, c'est pareil. On a glissé vers des modèles type YouTube, Netflix. Donc finalement, les utilisateurs, petit à petit, probablement sans s'en rendre compte, ils ont basculé déjà dans le cloud en tant qu'utilisateurs, un peu comme le bourgeois gentilhomme qui faisait de la prose sans le savoir. Donc pour les utilisateurs, le cloud, c'est des ressources accessibles 24/24, 7/7 et de n'importe où, puisqu'on n'a plus besoin d'avoir son ordinateur allumé. A priori, les applications fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je peux y accéder de n'importe où. Je n'ai plus besoin d'être chez moi, mais je peux être chez quelqu'un d'autre, je peux être en déplacement, je peux être dans ma voiture, ça marche aussi. On réduit le risque de perte de données, puisque dans l'ancien modèle, si le disque dur de notre ordinateur présentait une défaillance, et ça c'est peut-être arrivé à certains d'entre vous, mais on perdait tout instantanément, toutes nos données, si on n'avait pas de sauvegarde, alors que là, le fait de mettre un certain nombre de ressources dans le cloud les sécurise davantage. Possibilité d'accéder à de nombreuses applications sans installation, vous en êtes tous rendus compte. Très facile d'aller sur beaucoup de sites
de sites d'application dans le cloud et de pouvoir très vite, juste en se créant un compte avec une adresse mail et un mot de passe, tout de suite pouvoir tester une application, euh, même pour certaines gratuitement dans des modes gratuits avant d'accéder à des formules un peu plus complètes payantes. Donc pas besoin d'un processus compliqué, de devoir installer une application, récupérer une licence. Voilà, accès rapide à quantité d'applications. Mais bien sûr, le prérequis, très important, c'est d'avoir une bonne connexion Internet. On a tous été confrontés à ces questions de la maison lorsque on a une connexion qui est durablement ou ponctuellement pas très bonne. À partir du moment où on déporte à l'extérieur l'essentiel des ressources auxquelles on veut accéder, bien sûr, si Internet ne marche pas bien, ben on est bloqué, on peut plus utiliser les ressources. Voilà pour les utilisateurs. Alors pour les structures, quels sont les bénéfices du cloud pour les structures, que ce soit des entreprises ou des administrations? Alors, la principale, et vous l'avez compris, c'est qu'on change complètement de modèle. On va passer d'un modèle dans lequel on était essentiellement sur de l'investissement, de l'achat de serveurs, de l'achat d'applications, de l'achat de moyens de stockage, vers un système dans lequel on va être davantage dans de l'usage et non plus dans la possession, on va être dans la location de services. On va payer ce dont on aura besoin à un instant T. Et là, on a un dispositif qui est le FCTVA, qui est en plus un atout pour les administrations. Et alors, Amalia peut vous présenter ça en quelques mots si elle est connectée. Oui, bonjour, merci Francisco. En effet, l'État souhaite inciter fortement les collectivités, les administrations publiques à migrer tout ou partie de leurs données dans le cloud et a mis en place en fait 2 dispositifs incitatifs qui ont fait l'objet d'aller-retour entre surtout le gouvernement et le Parlement. Le premier, c'est effectivement que les dépenses de fonctionnement du cloud, donc ce que Francisco a expliqué, qui sont les IaaS, Infrastructure as a Service, donc du stockage et de la sauvegarde déportés sur le matériel d'un autre. Ça, ces dépenses maintenant seraient éligibles à partir de janvier 2021. Ça fait partie de la loi de finances rectificative. Elles seraient éligibles au fonds de compensation de la TVA. Donc ça, c'est très intéressant et ça permettrait de faire gagner aux collectivités, enfin de faire économiser aux collectivités environ 30% de leurs coûts traditionnels. Et deuxième chose, puisqu'on a participé à ces temps de travail avec Francisco, l'État a également mis en place via l'UGAP, que vous connaissez tous, hein, qui est un système d'achat pour les collectivités. L'UGAP propose, et je vais vous mettre le lien dans le chat tout de suite, propose du cloud pour les collectivités. C'était uniquement réservé aux administrations de l'État. Maintenant, c'est pour les collectivités. Un marché public a été passé. C'est Capgemini qui coordonne l'offre de cloud. Et voilà, Amazon, par exemple, n'a pas été retenu parmi les prestataires. Mais vous avez maintenant accès au cloud via l'UGAP de façon très simplifiée et tout a été décomplexifié. Et le marché donc vous permet d'y avoir accès sans avoir vous-même à vous prémunir des sauvegardes, des conditions, de la sécurité, du niveau de capacité de tel fournisseur. Donc c'est vraiment très très bien pour les collectivités qui n'ont pas de DSI ou qui n'ont pas de ces compétences en interne. Parenthèse fermée. Merci Francisco. OK. Merci Amalia. Donc je poursuis sur les bénéfices du cloud pour les structures, dans lequel on va trouver bien sûr des bénéfices qui étaient déjà le cas, qui étaient déjà évoqués pour les utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on peut sous-traiter des prestations informatiques qui sont alignées sur strictement le seul besoin, capacité de dire, ben voilà, plutôt que d'investir sur 5 ans, sur l'achat d'un équipement dont je ne sais pas si enfin, qui va me servir sur une expérimentation et je ne sais pas si finalement j'en aurai besoin au-delà de la première année. Là, on va pouvoir ajuster davantage, sous-traiter cette partie-là strictement sur la période de l'expérimentation et ensuite on verra si on peut ajuster au fur et à mesure en fonction de si le projet se poursuit ou pas et de sa dimension.
Tout comme pour les utilisateurs, bien sûr, le cloud, c'est d'abord rendre les données, les applications accessibles de l'extérieur. Donc ça, c'est un point particulièrement important. Et puis la sécurisation des données. Alors probablement encore plus important pour les entreprises que pour les particuliers. Cette capacité qu'offre le cloud moyennant de contractualiser avec un fournisseur de cloud qui est compétent en la matière, de déporter chez lui euh, la sécurité de votre système d'information, parce que à partir du moment où tout ou partie de vos moyens informatiques sont dans un data center sécurisé, ça veut dire que vous n'avez plus à vous préoccuper de questions de type la sécurité incendie, les sauvegardes de vos données, les risques d'intrusion et de vol de vos moyens informatiques. Donc tout un tas de, de- de critères que mettent en avant, bien sûr, les fournisseurs de cloud pour vous inciter à déporter vos ressources informatiques dans leur data center. Alors voyons maintenant quelles sont les différentes offres de cloud. Alors ça c'est la slide peut-être en même temps la plus technique, mais la plus importante. Et vous allez voir, en la prenant par le bon bout, elle aura rien de bien compliqué. On va passer par une analogie pour comprendre la partie droite sur les différents modèles de cloud. On va démarrer par la partie gauche, dans laquelle on va faire cette analogie avec la restauration, le fait de vouloir manger un repas, prendre un repas avec des amis par exemple. Mais finalement, si j'ai envie de manger un bon repas avec des amis, j'ai différentes possibilités. La première, ici tout à gauche, la première colonne, c'est le 100% maison. Alors 100% maison, c'est le truc parfait. C'est j'ai besoin d'ingrédients pour préparer un plat. Ben, les ingrédients, c'est moi qui les fournis parce que j'ai mon jardin, mon potager, mes poules, mon jardin, etc. Donc je fournis mes ingrédients, je fabrique mon plat, je le cuis dans ma cuisine et je le mange dans ma salle à manger. 100% maison, je suis dans une autonomie complète, je m'occupe de tout. À l'autre extrémité des possibilités, c'est ben, finalement, je veux m'occuper de rien, je vais au restaurant. Et les ingrédients, la fabrication, la cuisson et la salle, elle est fournie par le restaurateur et je paye pour un service final. Je vais au restaurant, je m'installe, je paye et je prends mon repas. Entre les deux, ben, trois modèles intermédiaires dans lesquels vous voyez finalement entre ces couleurs orange, dans lesquelles c'est moi qui fournis, et les grises dans lesquelles je ne fournis pas, on va voir que je m'occupe de moins en moins de choses, mais finalement je vais payer pour des services différents. Donc si je dis que je suis dans du préparé à la maison, ça veut dire que je m'occupe de tout, mais les ingrédients, je vais les acheter dans des commerces. Ça, c'est probablement le modèle qu'on pratique beaucoup, enfin la plupart d'entre nous pratiquons. La formule achetée en magasin, tiens, je suis un peu à la bourre, j'ai pas le temps de préparer, donc j'achète juste un plat cuisiné, je le réchauffe à la maison, je le mange à la maison. Voire même la formule à emporter. J'appelle une société X ou Y pour me livrer une pizza à domicile ou autre chose. Donc, vous voyez, ce modèle qui va forcément vous parler, ben, on va le transposer pour l'informatique. Et vous allez voir, c'est super simple. À gauche, informatique traditionnelle, c'est le modèle qui était ici dans cette première slide, ce modèle-là, serveur internalisé. Donc, j'ai tout chez moi. Data center, alors je n'ai pas un data center forcément chez moi, mais en tout cas, quelque chose qui joue le rôle de salle informatique. J'ai mes serveurs, mes systèmes au sens système d'exploitation, et mes applications. Je suis en responsabilité interne de la totalité. À l'autre extrémité, un modèle dans lequel je paye pour du service, tout est sous-traité, et je viens juste utiliser une application qui a été installée, paramétrée par quelqu'un d'autre sur un système d'exploitation dont je n'ai pas à me préoccuper, un serveur, je ne sais pas de quel serveur il s'agit, et dans un data center où là, a priori, je suis probablement censé savoir où est-ce qu'il se trouve. Ce modèle, c'est le modèle qui est probablement le plus vulgarisé dans les articles qui parlent de cloud, parce que c'est le modèle dit SaaS, Software as a Service. Je viens utiliser une application comme un service. Et même chose, entre les deux, ben, différents modèles dans lesquels je m'occupe de moins en moins de choses.
Et par contre, mon prestataire, mon fournisseur de cloud, lui prend en charge de plus en plus de briques. Donc, chaque modèle a son appellation, le DAS, Data Center as a Service, l'IaaS, qu'Amalia vient de citer, Infrastructure as a Service, le PaaS, Plateforme as a Service. Alors, les plus couramment utilisés, ben c'est le modèle IaaS, dans lequel je viens consommer une ressource en mode location chez un fournisseur de cloud qui va me mettre à disposition un serveur dans une machine virtuelle, finalement, qui va jouer le rôle de serveur dans un data center, et moi je vais venir installer mon système d'exploitation et mon application. Le modèle ici DAS, il est assez intéressant aussi parce que c'est le modèle qui peut correspondre à une structure qui dit ben moi je veux garder la responsabilité complète de toute mon informatique, mais je considère que dans ma structure, je n'ai pas de salle informatique qui me permette d'assurer l'ensemble des prérequis de sécurité. Donc, je contractualise avec un prestataire qui va me mettre à disposition sa salle, mais dans laquelle moi je vais tout amener. Je vais amener mes serveurs, mes systèmes, mes applications, et mes informaticiens finalement vont faire le même type de travail, mais sur des équipements qui seront dans un data center. Donc voilà expliquer les différentes catégories de cloud. Et alors, sur les offres de cloud, bien sûr, on a affaire à des fournisseurs. Alors, cette liste n'est pas exhaustive, elle vise juste à vous montrer que dans la palette des fournisseurs de solutions dans le cloud, on trouve des métiers aussi très différents en fonction de type de solutions que les prestataires vont vous proposer. À gauche, côté grand public, on va trouver des prestataires, en tout cas des marques que vous connaissez déjà. Par exemple, Yahoo pour de la messagerie, Dropbox pour du stockage, l'environnement iCloud d'Apple ou alors celui d'Orange. J'en cite quelques-uns, mais bien sûr, la plupart des fournisseurs d'accès proposent aussi leurs solutions de cloud. Et puis des solutions type Spotify, Netflix pour la musique, la vidéo. Donc là, vous avez des gens, voilà, des marques qui fournissent des solutions dans le cloud pour le grand public. Alors, certaines ont également une offre vers le monde professionnel, mais pour ce monde professionnel, il y a aussi des offres dédiées. Alors, dans ces offres-là, d'abord, les deux premiers ici à gauche, on a là deux des gros acteurs du cloud, et bon, qui sont plus globalement dans le Big Five là, des GAFAM. Microsoft avec sa palette d'offres dans le cloud qui s'appelle Azure, et Amazon avec sa palette de services qui s'appelle Amazon Web Services. Donc là, on est sur deux acteurs internationaux, bien sûr, mais qui peuvent répondre à des besoins qui sont des besoins de structures qui sont en France, en particulier à travers leurs infrastructures, leurs data centers qui sont présents sur le territoire national. Ensuite, pour le citer, un acteur national, OVH, que vous connaissez probablement toutes et tous, et chez qui probablement vous avez un certain nombre de services consommés. Un exemple d'hébergeur, on va dire régional, aquitaine, Keops Technologies, et un peu plus local, Eliantis, qui est basé à Pau, et sur lequel je vais revenir dans les slides suivantes. Alors, le cloud, quel usage nous en faisons aujourd'hui? Alors, la fibre 64, donc, qui existe depuis un peu plus de 2 ans, a fait le choix en 2019 de basculer une bonne partie de ses outils de travail dans le cloud, en particulier à travers l'offre Office 365 de Microsoft, pour laquelle vous connaissez déjà certainement au moins la partie des outils bureautiques type Word, PowerPoint, Excel et même Outlook. Mais il y a beaucoup plus d'outils dans la palette Office 365, et donc on a complètement basculé, remplacé des outils installés sur nos postes de travail vers cette solution externalisée dans le cloud à travers un abonnement qu'on paye à l'année.
Et donc on a basculé, bien sûr, notre messagerie et puis l'ensemble de notre arborescence de documents et de fichiers qu'on avait jusqu'à présent, enfin jusque-là, hébergés sur des serveurs en local. Donc on a basculé ça complètement dans le cloud. Donc ça, c'est pour la partie Office 365, les outils collaboratifs. Et euh, également, côté visioconférence, nous avions jusque-là une solution de visioconférence qui était une solution propriétaire, avec très peu d'interopérabilité avec les autres systèmes, et qui était exclusivement une solution de visioconférence qui permettait de faire de la visio depuis des salles. Donc là, on a basculé vers quelque chose de, de plus, de plus évolué en termes de fonctionnalité, qui nous permet de l'interopérabilité avec beaucoup d'autres systèmes, et puis surtout qui nous permet de pouvoir l'utiliser de n'importe où, depuis un smartphone, depuis une tablette, depuis un ordinateur, depuis le bureau, depuis la maison, en télétravail, depuis nos voitures. Donc voilà, on est là dans l'illustration de deux outils qui nous ont voilà, permis beaucoup plus de collaboration entre nous dans le travail collaboratif sur certains documents, et puis surtout de pouvoir accéder à ces services-là 24/24, 7/7, et vraiment de n'importe où et avec n'importe quel type d'équipement. Pour nos membres, alors nos membres, bien sûr, eux ont leur propre, on va dire, stratégie autour de leur système d'information, et ils ont probablement déjà des usages en propre dans le cloud, et peut-être qu'ils pourront témoigner de ça dans la suite du webinaire. Là, ce que je vous présente là, c'est exclusivement les solutions dans le cloud qu'on a mis à disposition de nos membres dans notre stratégie de mutualisation, puisque c'est un peu ce qui nous anime, c'est de proposer des solutions mutualisées pour l'ensemble de nos membres. Donc on retrouve sur la partie gauche des services qu'on a mis à disposition de nos membres, et qui sont des services qui sont, on va dire, pour reprendre la terminologie du début, hébergés quelque part dans le cloud, c'est-à-dire ce n'est pas nous qui avons choisi de où on allait les héberger. Donc on retrouve Starleaf que je viens de citer, puisque dans le cadre du confinement, dès le mois de février-mars dernier, on a ouvert Starleaf à nos membres pour qu'ils puissent continuer à fonctionner par des visioconférences, puisque eux aussi étaient en mode télétravail. Microsoft Teams, qui est une des briques d'Office 365, la brique probablement la plus collaborative, qui permet voilà, de se partager des documents, de chatter, de se faire des petites visioconférences ou des petits calls. On l'a également ouverte à nos membres dans cette période de confinement. Ensuite, dessous, on trouve la plateforme e-administration 64, enfin e-administration.lafis64.fr, qui permet à nos membres d'utiliser une application de dématérialisation de marché public, qui est portée par l'AMPA, hébergée par l'AMPA. Et pour finir, l'Open Data, c'était l'objet du webinaire précédent, qui est donc une solution là aussi qu'on a mis en mode mutualisé pour nos membres et qui est hébergée, en tout cas pour laquelle c'est directement Open Data Soft qui prend en charge l'hébergement. Sur la partie droite, on va trouver dans cette patatoïde-là des solutions que nous avons à ce jour hébergées chez Eliantis, donc l'hébergeur palois dont je vous parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on trouve à ce jour comme solutions qui sont hébergées pour nos membres? On va trouver Pastel et le Parapheur, que certains d'entre vous utilisent probablement. Donc pour le contrôle de légalité, et puis pour la partie signature électronique, Pastel et Parapheur. Ensuite, on a une application qui s'appelle Madis, qui permet à nos membres d'utiliser un outil qui leur permet de suivre le processus de respect de leurs obligations en termes de RGPD. Et ensuite, on a une solution qu'on a aujourd'hui en expérimentation, une solution Nextcloud, qui est une solution collaborative de type open source, pour laquelle c'est la communauté de communes de Haut-Béarn qui mène cette expérimentation. Et d'ici juste 2 slides, dans quelques instants, je passerai la main à Baptiste Faustin,
qui nous fera un petit retour de l'état de l'expérimentation sur cette solution. Donc voilà, à ce jour, les solutions dans le cloud que la FIP 64 utilise pour elle-même et qu'elle met à disposition de ses membres. Dernière slide avant de passer à la partie témoignage de Baptiste et ensuite la partie questions-réponses. Juste cette slide de synthèse sur les enjeux du moment. Finalement, c'est l'occasion de dire ou de redire que le cloud est un des outils que les collectivités dont elles peuvent s'emparer pour la transformation numérique qu'elles vivent toutes en même temps que nous. Et que les avantages ou un certain nombre de points de vigilance ou en tout cas d'enjeux sont évoqués ici. Bon, les usages collaboratifs, je l'ai largement dit. La mobilité, je l'ai largement évoqué aussi, la possibilité donc de pouvoir accéder à des ressources de partout et à tout moment. Souveraineté et protection des données, donc ça c'est un sujet important. À partir du moment où je transfère mes données ou mes applications dans le cloud, il faut être quand même vigilant de savoir où est-ce que je les transfère, vers quel prestataire, vers quel hébergeur. Ces données, est-ce qu'elles vont être physiquement dans un data center qui va être à Pau, à Bordeaux, à Paris, à Marseille, ou alors exclusivement dans un autre pays de l'Union européenne ou ailleurs encore, par exemple aux États-Unis. Donc là, vigilance, en tout cas, de où est-ce qu'on met nos données. Vigilance en particulier si vous avez des données sensibles ou particulièrement confidentielles, pour lesquelles là, il faut peut-être réfléchir à deux fois, ou en tout cas creuser avec les prestataires quelles sont toutes les garanties qu'ils peuvent vous donner sur la souveraineté que vous aurez sur vos données. Adaptabilité des moyens, bon, je l'ai déjà dit sur la capacité qu'offrent les solutions de cloud à pouvoir être facilement ajustées en fonction des besoins et en fonction du moment. Ça peut être, on peut consommer X au mois de décembre 2020 et peut-être qu'en mars, j'aurais baissé ma consommation ou je l'aurais ajusté, augmenté en fonction des besoins. La mutualisation, largement illustrée par la slide précédente. À partir du moment où je n'investis pas strictement pour moi des moyens et des équipements et des ressources, c'est là où on va pouvoir jouer la mutualisation. La même mutualisation que nous, on pratique pour nos membres, finalement, les hébergeurs, les propriétaires de solutions de data center, pratiquent cette même mutualisation de manière à rentabiliser leurs investissements et pouvoir les répartir entre leurs clients, ce qui permet aussi individuellement de considérer que certains clients peuvent ainsi disposer de moyens qu'ils ne pourraient pas se payer tout seuls, si on peut dire. Maîtrise des coûts, ça rejoint ce que je viens de dire, et qualité de service, bien sûr, très important. Basculer dans le cloud, ça suppose bien sûr également une organisation, peut-être la transformation d'un certain nombre de compétences en interne, et puis être vigilant sur la qualité de service, c'est-à-dire d'abord avoir un très bon accès Internet, ça rejoint une des slides du début, et puis s'assurer que le prestataire vers qui on se tourne sera en capacité d'assurer ses engagements en termes d'être là pour vous aider au niveau du support, et puis surtout de vous garantir la disponibilité qu'il propose pour ces solutions. Voilà, donc là j'ai terminé avec la présentation. Alors je vais arrêter le partage d'écran. Hop. Et comme ça, je passe la main à Baptiste s'il est là. Et s'il est d'accord, voilà, je vais dire pour activer sa caméra, ce sera encore plus sympa. Donc voilà, Baptiste, tu as. Normalement, vous me voyez. Bonjour tout le monde. On te voit bien. Ok, donc du coup, effectivement, je vais faire un petit retour d'expérience sur ce qu'on a pu mettre en place grâce à la FIP 64 pour expérimenter une solution de cloud, une solution libre. Mais je vais d'abord, avant de commencer, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Francisco, sur la qualité de l'accès Internet. Et effectivement, on est encore avec des services qui ont des accès Internet un peu partout sur le territoire. Hein. Ça, encore, on a parlé de la fibre qui est déployée partout. On a encore des cas de figure
où la connexion Internet va être un réactif, pardon, un caractère très, très limitant. Quoi qu'il en soit, donc on a testé depuis mi-mars de cette année, on a pu tester la solution Nextcloud mise en place par la FIB 64 avec un prestataire qui s'appelle OpenDSI qui est à Lyon et sur des serveurs dont Francis parlait tout à l'heure qui sont chez Eliantis. Donc cette solution, elle visait pour nous, cette expérimentation, à pouvoir accéder à des documents de tout notre pôle social qui sont éclatés sur différents sites et qui puissent y accéder partout et en plus de pouvoir faire de l'édition collaborative. C'est-à-dire que certains documents, mes collègues ont besoin de travailler en même temps dessus, apporter des modifications en même temps sur une partie, chacun une partie du document. Et à l'heure actuelle, si on veut pouvoir faire ça, il n'y a que le cloud qui le permet. Donc, l'expérimentation a été un peu rendue chaotique, a été chahutée, pardon, par le fait qu'on a lancé l'expérimentation l'avant-veille du confinement, du premier confinement. Donc, on a été un peu bousculé. Donc, voilà, il y a plein de paramètres parasites extérieurs qui font que, pour notre cas de figure, ben, on a du mal à concrétiser, à basculer, mais le service rendu est bien là. Donc, on avait des petits points techniques qui nous embêtaient. On a tenté de les résoudre. Voilà. La solution est très bonne, est utilisée malheureusement à la marge par mes collègues qui sont en train de l'expérimenter. Mais on voit dans pas mal de cas que ça nous rend un fier service. Donc voilà, pour faire un parallèle avec cette expérimentation, on avait aussi, nous, mis en place une espèce de cloud, mais local, c'est-à-dire que nous-mêmes stockons des données auxquelles on essaie de pied partout. Donc, on a ce mix des deux solutions. Et voilà, aujourd'hui, on n'est pas au bout de l'expérimentation. On a plein de choses à en tirer encore. Mais il faut, ça demande, et je pense que c'est important de le dire, ça demande un effort de la part des usagers parce qu'il y a quand même, ça entraîne un changement de méthode de travail qui n'est pas toujours évident en fonction des personnes. Il y en a beaucoup pour qui ça se passe bien, il y en a qui opposent un peu de résistance au changement, mais on va essayer, enfin, en espérant que la situation nous permette de revenir dans des situations un peu plus stables, on va repousser cette expérimentation pour essayer de conclure sur quelque chose qui nous rende de bons services. Voilà, Francisco, ce que je pourrais en dire. Merci beaucoup, Baptiste. Du coup, je me suis pas présentée tout à l'heure, pardon. Donc, Victoria Brun de la Fibre 64. Donc, je vais, Francisco, pour toi, c'est bon. On peut passer aux questions-réponses. Oui, juste rebondir sur ce qu'a dit Baptiste. Et Oui. c'est intéressant parce que effectivement, il a mis en avant quelque chose sur lequel moi je ne suis pas passé, qui est la résistance au changement. En tout cas, pas forcément la résistance au changement, mais en tout cas, le fait que c'est une transformation dans le modèle de l'infrastructure informatique, mais c'est aussi pour les utilisateurs un changement dans la manière de travailler. Et en fonction de leur parcours, on va dire, autour du numérique, autour des outils informatiques, il peut y avoir plus ou moins de difficultés à appréhender la nouvelle manière de travailler, les nouveaux outils. Et donc, ça veut dire que il est préférable effectivement d'accompagner la bascule vers des solutions dans le cloud, d'un accompagnement avec de la formation. Et donc, c'est en particulier ce qu'on a fait nous en interne au moment de passer Office 365. Et c'était important et probablement indispensable pour la bonne réussite de la bascule. Merci beaucoup. Victoria, est-ce que tu me permets de rebondir une dernière fois?
Oui, bien sûr, avec grand plaisir, vas-y. Juste pour faire un peu le mea culpa aussi côté CCHB par rapport à l'expérimentation qui donc était chaotique, c'est que on a choisi le pôle social parce qu'il représentait un intérêt, parce que les services sont éclatés, donc ont besoin de communiquer entre eux et n'ont pas d'infrastructure commune. Donc c'était une typologie très intéressante par rapport à l'expérimentation. L'inconvénient était, et moi je reconnais que n'y ai pas forcément pensé au début, c'est qu'une partie des agents de ces services-là n'ont pas une réelle appétence pour l'outil informatique, et qui plus est, c'est des services qui, comme je le disais, sont éclatés, donc on n'était pas tout le temps, on n'avait pas la possibilité d'être à côté d'eux pour les accompagner le plus efficacement possible. Voilà, donc je veux dire, la solution aurait pu être plus efficace plus vite, mais effectivement, voilà, ça rajoute un petit peu de dans le mécanisme, mais au final, on va y arriver. Du coup, vu qu'on est sur ce thème, j'ai une question voilà, de Madame Le Dieu de Ville qui demande si c'est OpenDSI qui permet le travail collaboratif. Alors, par travail collaboratif, on peut entendre plusieurs fonctions, si on peut dire. Alors, il y a bien sûr le fait de pouvoir partager des fichiers, des documents, le fait de pouvoir, comme on le fait là, dialoguer à distance, soit par des visios, par du chat, ça c'est une possibilité. Et la troisième importante, c'est le fait de pouvoir co-construire des documents en même temps à plusieurs. Donc typiquement, un document Word, une présentation PowerPoint, un tableau Excel ou autre, de pouvoir vraiment les rédiger ensemble en même temps à distance. Donc ça, c'est un peu les trois grandes fonctions qu'on peut mettre dans le travail collaboratif. Alors, pour répondre directement à la question, autant Office 365 que la solution Nextcloud permettent, alors avec des niveaux de fonctionnalité qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais en gros, ces deux solutions-là permettent de mettre en œuvre ce fameux travail collaboratif. La solution Office 365, comme je l'ai dit, elle est dans le cloud de Microsoft. Et la solution Nextcloud, le contrat qu'on a passé avec notre prestataire, effectivement, fait que c'est bien la société OpenDSI, qui est une société basée à Lyon, qui est spécialisée dans les outils open source. Donc c'est bien OpenDSI qui a la responsabilité d'installer et d'administrer, en tout cas de maintenir cette application qui est hébergée chez Liantis. Donc Nextcloud, c'était un contrat avec OpenDSI pour l'installation et la maintenance, et derrière un contrat avec Eliantis pour l'hébergement. Je ne sais pas si c'est clair. Merci Francisco. Madame Le Dieu de Ville, si peut-être vous voulez prendre la parole, peut-être si vous voulez ouvrir votre micro. Oui, c'est bon, j'ai mis mon micro. Oui, bah, c'était ma question, effectivement, je n'avais pas bien à comprendre. Et j'ai une seconde question, si jamais l'expérimentation aboutit de manière favorable, ce sera étendu aux autres collectivités, ça se passera comment? Alors, ça a été en tout cas pensé comme ça dès le départ, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, tous nos projets visent la mutualisation. Alors, le marché prévoit deux phases. La première phase, c'est la phase d'expérimentation, qui se terminera certainement au premier trimestre 2021. Et derrière, on a en mode optionnel une deuxième phase, qui est la phase qui permettrait, à ce moment-là, de mutualiser le déploiement pour les autres membres qui le souhaiteraient. Donc oui, c'est déjà prévu c'était prévu dans le modèle d'achat et c'est prévu sous forme d'une phase optionnelle qu'on pourra activer si on le souhaite. D'accord, merci. Merci Madame Le Dieu de Ville. Francisco, on a une deuxième question de Stéphanie Puyal qui nous demande, voilà, on entend parler de cloud public et de cloud privé, ça correspond à quoi? Alors, ça, c'est une terminologie qu'on retrouve indirectement dans la présentation que j'ai faite. Alors, le cloud strictement privé, c'est le modèle dans lequel, comme je l'ai dit tout à l'heure,
une entreprise une administration va considérer qu'elle veut déporter toute son informatique dans un data center chez un fournisseur de cloud. Okay, donc, elle va conserver la responsabilité des serveurs, des applications et des systèmes, mais elle va déporter tout ça. Dans ce cas-là, elle va mettre en place un cloud privé parce que finalement, les ressources qu'elle met dans le cloud sont réservées à un usage strictement interne. Ce n'est pas fait pour le grand public, ce n'est pas fait pour que d'autres y accèdent. Donc, ça veut dire qu'on va mettre en œuvre un ensemble de moyens techniques pour s'assurer en particulier que seuls les utilisateurs autorisés pourront accéder à ces ressources. Alors, ça passe par exemple par le fait de dire si ma structure, mon entreprise, elle est présente sur 2 sites, ben on va s'assurer que seules les requêtes qui viennent des adresses IP de ces 2 sites pourront accéder aux ressources qui seront dans ce cloud privé. Donc, on continue à utiliser les mêmes infrastructures, c'est-à-dire ça peut être les mêmes data centers, ça peut être même parfois les mêmes serveurs, mais les ressources cloud mises à disposition ne seront pas accessibles au grand public, ça sera strictement destiné aux clients en question, par opposition au cloud public dans lequel on peut considérer que voilà, si vous accédez à du Netflix, vous êtes sur un cloud public. Quand on met, nous, à disposition une application comme Madis, on est dans quelque chose d'un peu hybride, un peu entre les deux, parce que ça ne s'adresse pas au grand public, mais en même temps, l'application, elle est ouverte à partir du moment où on l'autorise par l'accès par un compte mot de passe. Donc, le cloud privé, c'est vraiment, je prends mon informatique interne, je la déporte complètement dans le cloud, mais pour mon strict usage. Et le cloud public, c'est davantage, je mets à disposition des applications, des ressources pour des gens qui sont à l'extérieur, des clients, du grand public, etc. D'accord, merci Francisco. Du coup, il y a Amalia qui rebondit et voilà, donc si je comprends bien et si je suis une collectivité, je peux déporter toutes mes données dans le cloud. Est-ce que cela signifie de ne plus avoir de service informatique? Alors, ça veut dire que alors, le service informatique en tant que tel ne va pas forcément disparaître, mais en tout cas, on n'aura pas besoin des mêmes ressources, des mêmes compétences pour, on va dire, piloter un système d'information qui est en interne ou qui est déporté dans le cloud. Là aussi, je renvoie à mon schéma là, avec les cases vertes et les cases bleues. Si je choisis un modèle dans lequel je viens installer juste mes applications, par exemple, sur une offre de cloud, sur une offre de cloud qui le permet, à ce moment-là, par exemple, j'ai plus besoin d'avoir un expert en matériel pour gérer les serveurs. J'ai peut-être même pas plus besoin d'avoir un expert en système d'exploitation. Donc, en fait, on aura toujours besoin de compétences informatiques, mais probablement pas les mêmes. On glissera probablement de compétences plus techniques, de type technicien, administrateur, vers des compétences qui vont aller plus vers je dirais peut-être une sorte de maîtrise d'ouvrage dans lequel on va aller chercher des ressources chez les prestataires. Par contre, ça n'empêche qu'il faut bien avoir des compétences pour pouvoir évaluer l'offre des prestataires et puis surtout faire l'interface sur cette limite de responsabilité entre ce qui est de la responsabilité de l'hébergeur et ce qui est de ma responsabilité. Merci Francisco. Alors, ce n'est pas une question que nous avons, c'est une requête de Monsieur Dufour qui demande s'il est possible d'avoir une description des solutions cloud dont tu parles. Donc, pour un novice comme lui, ce serait très utile. Par exemple, à quoi sert Starleaf, à quoi sert Microsoft Teams, etc. Alors, sur ces deux-là, alors Starleaf, c'est une. Bon, je vais faire ça rapidement. Maintenant, si c'est insuffisant, on pourra se mettre en relation directe et je pourrai être un peu plus exhaustif. Bon, Starleaf, c'est une solution de visioconférence qui finalement est, on va dire, assez proche de celle qu'on est en train d'utiliser maintenant. Donc, vous avez entendu parler voilà, de solutions comme
comme Cisco WebEx, comme Zoom ou d'autres. Donc Starleaf, c'est une solution de ce type qui permet de mettre en place des visioconférences avec des utilisateurs qui peuvent être dans des salles de réunion, avec des équipements qui sont dédiés, qui permettent de bien capter les prises de parole, la restitution sonore et l'affichage, mais également de pouvoir connecter, comme on l'est tous actuellement, des gens qui sont à distance, devant leur ordinateur ou qui peuvent être peut-être devant leur smartphone dans un véhicule. Donc Starleaf, c'est une solution de visioconférence. Microsoft Teams, c'est une solution qui est la solution qu'on utilise actuellement là, pardon, qui est le support de ce webinaire. On est en train de réaliser le webinaire avec Teams. Et Teams, c'est donc une brique d'Office 365 qui inclut elle-même une solution de visioconférence, mais également une solution qui permet des outils qui permettent de faire du chat, comme on le fait là sur le côté de la fenêtre, mais également de se partager des documents dans un espace de travail qui est dédié. Donc Teams est déjà un peu plus dans des outils collaboratifs qui sont un peu plus proches de ce que j'évoquais tout à l'heure, des outils qui permettent de se passer des fichiers, de se partager des documents, de pouvoir dialoguer dessus. Oui, alors, Monsieur Dufour lève la main. Monsieur Dufour, est-ce que vous souhaitez peut-être dire quelque chose? Oui, merci pour les précisions. Donc, moi, ce qui était intéressant pour moi, et je pense peut-être pour d'autres qui ne sont pas familiers avec le cloud, c'est d'avoir voilà, une petite description succincte de tous les outils, enfin, peut-être pas tous les outils qui existent, mais des outils les plus usuels qui existent, pour savoir quels services ils offrent par rapport à, alors vous avez parlé tout à l'heure d'Office 365 avec des solutions de traitement de texte, tableur, etc. Voilà, avoir tout un tas d'explications sur ce qui peut nous être proposé, quoi. Parce que, voilà, on entend, là, vous avez noté aussi AMPA, Open Data Soft pour hébergement, enfin, plein de choses comme ça. Pour moi, c'est un peu du chinois. Donc, c'était juste savoir, en fait, tout ce que peut nous réserver le cloud et en quelques mots, ce que ça nous amène, ce que vous venez de faire exactement et de façon très claire pour Starleaf et Microsoft Teams. Ben, faire ça sur ce qui existe de façon la plus usuelle, nous dire juste en quelques mots, ben voilà, cette appli, cette brique, ça sert à ça. Voilà, c'est ça qui serait utile, je pense, parce que sinon on est un peu noyé dans tout ce qui peut exister, quoi. OK. Alors, en quelques minutes, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'on pourrait prendre un temps un peu plus long pour dialoguer là-dessus. Mais malgré tout, donc Office 365, j'en ai parlé, avec Teams à l'intérieur, Starleaf également. Il y a ensuite la solution Nextcloud là, sur laquelle Baptiste Faustin s'est exprimé, donc, qui permet elle aussi de faire des petites visios, du chat, de mettre des espaces documentaires en partage, du genre ce qu'à titre personnel peut-être vous pratiquez dans du OneDrive de Microsoft, du Dropbox ou du Google Drive, donc avoir des espaces de stockage qui sont partagés. Mais il y a également dans Nextcloud la possibilité de faire ce travail de rédaction collaborative sur des documents bureautiques. Donc ça, c'est une solution. Après, les autres solutions que j'ai citées, alors de mémoire, quand j'ai parlé de Madis, quand j'ai parlé de Pastel, quand j'ai parlé du Paraffer, quand j'ai parlé de Lampa et Open Data Soft également, ça, ce sont toute cette liste d'applications, c'est simplement des applications en mode web qui sont hébergées dans le cloud et qu'on met à disposition de nos membres pour répondre à tel ou tel besoin. Donc, elles répondent chacune à un besoin qui est un besoin enfin, la plupart d'entre elles répondent à des besoins métiers. Respect du RGPD, marché public, contrôle de légalité, open data. Donc, c'est des solutions voilà, qui répondent à des obligations légales pour la plupart d'entre elles, et qui sont des applications en mode web, comme je l'ai dit, qui permettent à ce moment-là d'être accédé facilement de n'importe quel poste, moyennant qu'on ait créé un compte pour pouvoir y accéder. Alors, ça c'est juste
les applications qu'on met nous à disposition. Après, bien sûr, il y a quantité d'autres applications dans le cloud qui répondent un peu à toute la palette de besoins qu'on peut avoir. Après, il y a aussi l'UGAP avec son marché. C'est Amalia qui fait la remarque sur le fil de discussion. Et c'est vrai qu'il y a l'UGAP avec son marché qui pourrait peut-être vous conseiller et vous proposer des offres adaptées. Exactement. Quand j'ai parlé de l'UGAP tout à l'heure, c'est Amalia Martinez de la 64. Amalia, on t'entend très très mal. Ouais. C'est précisément pour répondre à ce genre de questions que l'UGAP a mis en place un marché en cohérence avec l'État, parce que ce sont des questions que vous posez qui sont extrêmement complexes. On ne peut pas y répondre en effet en quelques minutes. Et l'UGAP vraiment propose une offre qui permet à tout type de collectivité de rentrer dans le cloud avec différents niveaux d'offres. Et c'est, je pense, aujourd'hui pour les collectivités, la meilleure garantie d'avoir une offre de cloud à un prix raisonnable et avec des prestataires surtout qui ont été labellisés dans le cadre d'un marché public et audités par l'État. Donc on a tout ce que disait Francisco sur la souveraineté des données, sur tout un tas de garanties. Celle-ci, le travail est fait. Vous n'avez plus qu'à vous positionner sur une offre qui correspondrait dans un premier temps à vos besoins. Voilà, je pense que nous sommes arrivés à la fin. Ah, Madame Le Deville. Et en fait, comme je suis arrivée un petit peu, même très en retard, j'ai pas bien saisi. Bon, je connais le cloud et tout, mais si je comprends bien, toutes les solutions proposées par la fibre de type Open Data Soft, Hyperaffer, la l'AMPA, tout ça, c'est déjà stocké, entre guillemets, ou disons, sur un cloud enfin de la fibre, c'est ça? Hébergé chez Eliantis ou pas du tout? Je n'ai pas bien saisi ça. Vous avez vu la slide en question ou pas? Je l'ai vu, mais j'arrivais à ce moment-là, donc je n'ai peut-être pas tout bien saisi. Oui, en fait, il y a des services pour lesquels, a priori, où le prestataire, le fournisseur de la solution, souvent propose lui-même de l'héberger dans un environnement de son choix. Oui. C'est le cas d'Open Data Soft, c'est le cas de l'AMPA, par exemple. Et puis après, il y a des prestataires qui vous laissent le choix, qui vous disent soit on l'installe, soit ils l'installent chez eux, soit ils disent on peut l'installer chez un hébergeur de votre choix. Quand on a cette possibilité, on essaye de consolider notre petit cloud qu'on a démarré chez Yantis. Et donc, si on a le choix, on pose ces solutions chez Yantis. Donc, c'est le cas de Madis pour le RGPD, c'est le cas de Nextcloud qu'on vient de citer, c'est le cas de Pastel, c'est le cas du Paraffer. Voilà. Dans la mesure où on a cette possibilité, on le fait. Comme ça nous permet aussi d'asseoir un peu le côté territorialisation des données, ce qui peut être aussi un atout par rapport à certains de nos membres qui préféreraient que leurs applications ou leurs données, en tout cas, soient physiquement dans un data center de proximité plutôt que dans un data center plus éloigné. D'accord. Et alors, je ne le sais pas, donc je vous pose la question. L'Open Data Soft, utilisé par la CCLO, c'est hébergé chez Open Data Soft? Alors, moi, là, je ne sais pas répondre. Mais bon, je demanderai. Hein. C'est très facile de répondre, en fait, parce que il suffit de leur poser la question et ils vont nous le dire. Et puis, même si c'est même techniquement pas très compliqué de trouver où se trouve un data center, en tout cas, où est hébergée une application. Oui, souvent, vous avez des prestataires de solutions qui font le choix d'investir dans leur propre infrastructure. C'est par exemple le cas de Starleaf, la solution de visioconférence. Ils ont leur propre data center, leurs serveurs, leurs applications, leurs accès Internet. Ils ont fait ce choix-là. D'autres vont faire le choix plutôt de s'appuyer sur des hébergeurs dont c'est le métier. Par exemple, Libriciel pour la partie
Non, alors UBC, ils ont fait chez nous. Mais vous avez, par exemple, vous pouvez avoir Open Data Source qui peut-être, j'anticipe juste un peu, peut-être qu'ils ont fait le choix d'être hébergés chez Amazon ou chez OVH, ou peut-être ils ont fait le choix d'avoir leurs propres infrastructures. D'accord. Bon, parce que non, mais je peux poser la question en interne à la CCLO, mais comme j'avais vu passer Open Data Soft dans le cloud, j'avais imaginé que là, la solution était hébergée dans le cloud de la fibre, on va dire, chez Eliantis. Voilà, c'est ce que j'avais cru comprendre. C'est pour ça que je posais la question. Ouais. Non, dans ma slide, il y avait à gauche les solutions qui sont hébergées dans un data center pour lequel c'est bien le prestataire de la solution qui a fait le choix. Et puis à droite, les solutions qu'on a hébergées chez nous. En général, il y a des prestataires qui vont dire, voilà, soit ils vous laissent le choix, soit ils vous disent, non, nous, on est organisé pour héberger chez nous. Alors chez nous, entre guillemets, ça ne veut pas forcément dire dans un data center qui leur appartient, mais dans un environnement dont eux maîtrisent complètement toute l'administration. Mais si ça n'a pas été dit dans le webinaire précédent, on peut avoir cette réponse, la réponse à cette question. Non, mais je la poserai directement. Ouais, je suis quand même le mieux placé pour ça. Chez nous, peut-être que François ou Guillaume savent. En tout cas, ce n'est pas une info qui doit être compliquée à trouver. Non, mais je vais savoir, ne vous inquiétez pas. C'est parce que j'ai vraiment pris la conversation en cours de route et que non, parce que quand même, Open Data Soft, je suis censée le savoir en fait. Ok, merci. Merci beaucoup. Voilà, donc je vais reprendre la main. On a un peu débordé sur l'heure, mais il y a eu plein d'échanges voilà, qui montrent à quel point le cloud dans les collectivités est un sujet très, très important. Je vais conclure ici. Écoutez, je vous remercie tous. Merci Francisco, merci Baptiste, merci Amalia pour votre présentation et merci à tous ceux également qui ont posé des questions et qui ont participé et qui ont visionné ce webinaire. Il sera disponible dès demain en rediffusion sur le site webinaire.lafibre64.fr. Donc, vous pourrez le revisionner et n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez quelques questions à nous poser. Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite un bon appétit et donc je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire sur l'inclusion numérique qui aura lieu en janvier. Merci beaucoup, bon appétit, au revoir. Merci, au revoir. Merci.